bienvenue pour ce 14e flash CAPEB 30 Covid. Alors nous sommes déjà à la fin de la 4e semaine de confinement et voilà que le week-end de Pâques commence. Week-end un petit peu particulier en ces circonstances de confinement bien sûr. Mais bon, nous avons quand même la chance ici dans le sud d'avoir un beau soleil et le printemps qui arrive. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir un administratif de la CAPEB du Gard, notre juriste. C'est parti. Samuel Cuvillier, bonjour. Bonjour Bernard. Alors Samuel, depuis 2 ans, tu es le juriste de la CAPEB du Gard. Donc, si tu le permets, je vais rapidement retracer ton parcours professionnel. Je t'en prie Bernard, vas-y. Donc en fait, tu es normand d'origine puisque tu nous viens de la ville de Rouen où tu as fait tes études, donc un master 2 en droit fiscal plus une école de commerce en spécialisation. Ce qui te fait quand même un bagage de bac plus 6, donc ça serait l'équivalent de ce que pourrait avoir aujourd'hui un avocat en fait. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc tes diplômes en poche, tu as commencé par travailler dans un grand groupe, le groupe Serre France, qui compte quand même 13 000 collaborateurs dans toute la France. Et là, tu as eu la super opportunité pour un Normand de descendre dans le sud, plus précisément à Salon de Provence. C'était quand même une riche idée de descendre au soleil, c'était vraiment sympa, hein. Le Euh, changement climatique est oui, sympathique. d'autant plus que tu as fait la connaissance de ta charmante épouse, qui elle aussi est dans le droit, donc qui est avocate, inscrite au barreau de Nîmes, maître Lucille Pinchon, spécialisée dans le droit du travail. Voilà, on forme un beau duo, hein, le juriste de la CAPEB et l'avocate en droit du travail inscrite au barreau de Nîmes. C'est du tonnerre et on est là pour accompagner les adhérents comme il faut, du coup. C'est super. Donc, alors par contre, vous êtes en télétravail tous les deux depuis ce confinement et surtout avec une petite fille d'un an, puisque tu es jeune papa de la petite Constance. Et alors, la question que j'ai envie de te poser, comment se passe ce confinement avec une petite fille d'1 an qui doit peut-être maintenant faire ses premiers pas et tous les deux en télétravail? Comment vous arrivez à gérer le professionnel et le familial? Eh bien Bernard, j'ai envie de te dire, là, je ne vois pas de bleu, je crois que tu n'en vois pas non plus, donc voilà, on arrive quand même à travailler ensemble, voire même souvent en équipe sur des questions qui peuvent toucher du social, comme pour ce soir, on a collaboré ensemble pour élaborer ces réponses. Et voilà, on ne manque pas de travail. Et l'important dans une situation comme celle du Covid-19, c'est de savoir s'adapter. Et à la CAPEB, on a quand même ce point fort, c'est de savoir s'adapter. Tu en es la preuve vivante avec ces lives qui sont une super adaptation à ce contexte compliqué pour tous nos artisans. Et donc, je pense que ce soir, nous allons aborder des sujets qui posent question à nos artisans et qui sont importants. Et je vais te laisser, Bernard, leur expliquer un peu de quoi nous allons parler. Eh bien justement Samuel, tu ne pouvais pas si bien dire, parce que nous allons mettre à contribution tes talents de juriste. Et alors ça concerne cette fameuse attestation dérogatoire donc, qu'on va voir ensemble. Voilà, donc ça, alors il y a plusieurs attestations, on va les voir. Donc la première qui nous est arrivée, hein, qui a eu 2 modifications, je crois, il me semble. Hein. Il y a le première qui est paru le 17, après qui a été modifié, etc. Donc là, il s'agit de l'attestation de déplacement du 23 mars 2020. Donc c'est la dernière qui est en vigueur concernant le déplacement dérogatoire, donc qui est général. Hein. Donc bien sûr ces attestations là je suis en train de la faire défiler en arrière-plan. Donc il faut remplir les champs renseignements où on met donc le nom, date de naissance, lieu de naissance et lieu d'habitation. Et là aujourd'hui nous allons voir plus particulièrement les 2 premiers cas. Hein. Donc le premier cas, il s'agit de déplacement entre le domicile et le lieu de l'exercice de l'activité professionnelle lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacement professionnel ne pouvant être différés. Donc est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ça, Samuel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette attestation-là, elle est
réservé aux personnes qui ne sont pas salariés d'une entreprise, qui doivent, eux, avoir une attestation spécifique que nous verrons, j'imagine, plus tard. Cette attestation-là concerne les travailleurs non salariés et les dirigeants d'entreprise qui, eux, ne sont pas salariés. Attention, être salarié, ça signifie qu'on est sous un lien de subordination. Donc, on a un chef au-dessus de soi. D'accord? Donc, cette attestation dont nous parlons, tous les entrepreneurs indépendants, patrons d'entreprise, doivent la remplir avant chaque sortie. Cette première case est la case qui va être remplie, je dirais, dans 100% des cas. Pourquoi? Parce que cette case-là dit tout simplement, je sors, je vais bosser, parce que je ne peux pas aller faire je peux pas faire du télétravail chez moi. Donc c'est cette case qu'il faudra cocher tous les jours pour pouvoir aller travailler. D'accord, d'accord, ok, donc ça, bien compris. Alors après, il y a le deuxième cas, hein, qui lui concerne, donc il est écrit déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, liste sur gouvernement.fr. Alors là, donc c'est pour pallier, c'est pour pouvoir exercer son métier, hein, c'est ça. Tout à fait. Mais alors, disons que cette deuxième case, je dirais qu'elle n'est pas forcément réservée en ce qui nous concerne aux artisans du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, hormis quelques cas, je veux dire, particuliers, dans la plupart du temps, en fait, l'artisan, il va sur les chantiers et c'est au cours de sa journée de travail qu'il va récupérer des fournitures. Il ne va pas faire un déplacement spécifique pour aller récupérer ses fournitures et rentrer chez lui. Il va utiliser ses fournitures sur le chantier ou pour approvisionner ses salariés. Donc en fait, il faut vraiment privilégier la première situation plutôt que la deuxième, qui à mon sens concerne plus des professions pour lesquelles on a un déplacement à faire, on récupère des fournitures et on retourne dans son atelier pour travailler dans son atelier. On pourrait imaginer s'appliquer ça par exemple à un ferronnier qui du coup a besoin de matières premières pour aller travailler dans son atelier. Pour celui qui va sur chantier par la suite, il faut vraiment privilégier le premier choix. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais pour ce qui nous concerne, on va quand même être dans beaucoup de secteurs d'activité du bâtiment sur la première case. D'accord. Donc après les quatre autres cas de figure, on va pas les voir, hein, puisque ça c'est personnel. Bon, pensez à bien remplir le lieu où on remplit ce papier, le jour et bien sûr l'heure. Mais l'heure, bon, sachant que pour des déplacements professionnels, c'est un petit peu moins, je dirais, important, dans la mesure où si on va chez un fournisseur, etc., enfin, on peut s'absenter un peu plus d'une heure. Parce que l'heure rentre, si j'ai bien compris, c'est juste pour le déplacement à titre, je dirais, de sport personnel, Exactement. parce que c'est limité à une heure, je crois, et à un rayon de 1 km autour de Exactement. son domicile, hein, c'est bien ça. C'est ça, c'est pour les sorties de plein air classiques pour n'importe lequel des êtres humains confinés. Voilà, vous sortez, vous avez une heure pendant lequel vous pouvez voguer dans un rayon d'1 kilomètre. Mais ça ne concerne pas du tout l'aspect professionnel. Il n'y a pas de limite de durée pour les personnes qui vont travailler. Oh, Alors, petite précision, cette attestation doit être absolument remplie à l'encre indélébile. ah oui. Donc, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous choisissez de remplir cette attestation directement sur votre smartphone ou sur une plateforme dématérialisée. D'accord? Cette attestation sera générée au jour le jour. C'est-à-dire qu'en fait, en remplissant cette attestation le matin en vous levant, le logiciel va retenir l'heure à laquelle vous remplissez l'attestation. Et du coup, c'est ça qui figurera comme heure de délivrance de l'attestation. D'accord? Une D'accord. fois générée, cette attestation sur cette attestation, il y aura un QR code qui pourra être scanné directement par les forces de l'ordre et qui, du coup, obtiendront toutes les informations contenues dans l'attestation que vous aurez remplie. Donc, deux possibilités, de manière dématérialisée via le smartphone ou
de manière papier, express, où là, vous remplissez le document à l'encre indélébile pour pouvoir justifier vos déplacements. D'accord. Donc concernant la version numérique, il faut quand même bien garder à l'esprit que là, on n'aura pas droit à l'erreur et on n'aura qu'une seule possibilité de faire la déclaration, surtout pour la sortie, je dirais, de sport, hein, puisque là, si on se fait contrôler, bien sûr, bah, le QR code sera, je pense, scanné, enregistré et on ne pourra pas faire deux fois, ou même je crois que c'est pas possible de faire deux fois dans la journée, deux fois une heure, si on voulait par exemple sortir une deuxième fois, ce qui est interdit bien sûr, mais je pense que cette version numérique ne le permet pas. Hein. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc nous allons passer, si tu le veux bien, à la deuxième attestation, qui elle concerne donc les salariés. Donc là, il s'agit du justificatif de déplacement professionnel, qui lui date du 23 mars 2020 également. Alors là, même principe, nous sommes sur donc un formulaire à remplir et à renseigner avec donc les renseignements ici, donc le nom. Alors là, par contre, c'est le nom de l'employeur, les fonctions, on certifie, etc. Et là, on remplit après, en dessous, les coordonnées du salarié. Hein. Donc le salarié, Tout nom, à fait. prénom, lieu de naissance, etc., etc. Alors bien sûr, important aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est que lorsqu'on se déplace, avoir toujours ses papiers d'identité et carte professionnelle sur soi, parce que bien sûr, les forces de l'ordre devront être en mesure de contrôler la véracité de ce qui est écrit sur cette fameuse attestation. Donc là, par contre, leur nom, etc., cachet de l'employeur, fait à le. Et alors, par contre, intéressant, un élément intéressant que tu m'as révélé en aparté, c'est que en fait, là, on n'est pas obligé de faire un papier tous les jours, puisque la durée de validité, ben, elle peut être au-delà d'un jour, en fait. Ça peut durer même plusieurs jours, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué. Alors, exactement. Donc, cette attestation, il faut savoir que l'employeur, c'est l'employeur qui la remplit et qui la donne à ses salariés. D'accord? D'accord. Cette attestation est valable pour toute la durée que l'employeur définira. Donc, si, quand il va marquer, il y a un emplacement sur cette attestation qui permet de marquer le lieu de travail. L'employeur va pouvoir marquer plusieurs chantiers. L'attestation pourrait être valable pour toute la durée de ces chantiers. C'est l'employeur qui va définir la durée de validité de cette attestation. Si l'employé travaille pour du dépannage et n'a pas de lieu précis de travail, dans ces cas-là, il faut laisser la case vide. Par défaut, les forces de l'ordre pourront analyser qu'il s'agit de travaux d'urgence qui ne permettent pas de définir un lieu de travail précis. Donc, si vous avez des chantiers avec des lieux de travaux précis, vous les mentionnez sur l'attestation. Si vous travaillez dans un secteur uniquement sur du dépannage, dans ces cas-là, vous ne mentionnez pas, puisque bien évidemment, au moment où vous établissez l'attestation qui pourra être valable pendant 2 semaines, vous n'allez pas connaître les lieux d'intervention des salariés pour les dépannages. Donc, vous n'avez pas à remplir cette case. Cette attestation remplace l'attestation numéro 1 que nous avons vu précédemment. Il est inutile de remplir les deux. Le salarié a juste besoin d'avoir cette attestation-là. Il n'a pas besoin de remplir la seconde. D'accord? Dernière chose, comme le disait Bernard, attention, il faut les papiers d'identité. Pour ces attestations, il faut des justificatifs. Si vous n'avez pas de justificatif, c'est une amende. Si votre salarié n'a pas les justificatifs avec lui et récolte une amende, c'est à lui de la payer. Ce n'est pas à l'entreprise de prendre en charge les frais liés à un oubli du salarié. Donc la seule obligation de l'employeur, c'est de remplir cette attestation et de la remettre au salarié. Et une fois qu'elle est périmée, qu'elle est arrivée à échéance, de la remplacer. Justement, Samuel, à ce sujet, donc si j'ai bien compris, s'il y a défaillance de la part du salarié de présenter soit l'attestation, soit ses papiers d'identité, c'est sa responsabilité personnelle qui est engagée, et donc c'est à lui, logiquement, de payer l'amende de 135 € ou plus, selon la personne qu'il a en face. Exactement.
c'est D'accord. le salarié qui a commis l'oubli, c'est lui qui doit régler l'amende. D'ailleurs, l'amende sera décernée à son nom propre. Elle ne sera pas décernée à l'entreprise. D'accord. Donc il Ça, la recevra chez lui et il devra la régler. je pense que c'est bien à prendre en compte et à bien avertir nos salariés pour ceux qui vont reprendre le travail. D'ailleurs, à ce sujet, alors une autre question qui revient souvent de nos collègues artisans, c'est dans un véhicule d'entreprise. On sait qu'en véhicule personnel, on ne peut pas se déplacer à deux, hein, pas question d'être à deux dans une voiture, même à l'avant ou à l'arrière, sauf cas d'extrême force majeure, hein, où une personne ne peut pas marcher, etc. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, donc en fait, il faut être seul dans un véhicule. Par contre, pour les véhicules professionnels, visiblement, on peut être à plusieurs. Par contre, il faut respecter, si j'ai bien compris, les mesures de confinement. C'est bien ça. Exactement. Alors, le guide de l'OPP-BTP, qui est très très bien rédigé et qui comporte beaucoup de situations, comporte cette fameuse situation dans laquelle plusieurs salariés seraient amenés à voyager dans le même véhicule. Et les règles sont très claires. C'est 1 mètre de distance entre chaque passager du véhicule et un seul passager par rang. Voici les règles concernant le voyage à plusieurs dans le véhicule. Une fois que le voyage, si plusieurs salariés sont dans le véhicule, donc on imagine un véhicule avec 2 rangées, ce qui est quand même assez rare, mais on peut imaginer le cas. Dans ces cas-là, ils ont voyagé ensemble. Dès que vous arrivez sur chantier, que les salariés arrivent sur chantier, ils doivent se laver les mains. Premier réflexe, se laver les mains. Et évidemment, laver le volant avec une lingette hygiénique pour si le conducteur au retour qui ne serait pas le même, qui soit protégé contre l'éventuelle maladie. Le port de gants peut aussi être utile pour limiter ces risques-là. Mais la règle, c'est 1 mètre de distance entre 2 voyageurs et un voyageur par rangée. Ouais, donc en fait, dans un véhicule comme le mien, moi j'ai un fourgon utilitaire avec 3 places devant. Même si on n'était que deux, le mètre n'est pas respecté. Donc en fait, dans mon fourgon, en toute logique, je devrais me déplacer tout seul, c'est ça? Exactement. Et en plus, autant avant la sortie du guide, il pouvait y avoir, ça pouvait laisser place au doute, Ouais. autant là, c'est clairement rédigé noir sur blanc, une seule personne par rang. Donc une seule personne par véhicule du type fourgon qui comporte 3 places, 3 places passagers en fait. Hein. Exactement. Enfin, 2 places passagers plus le conducteur, donc ça fait 3 au total. D'accord, bon, mais ça aussi c'est un élément important. Alors donc, on a parlé attestation, on a parlé reprise du travail. Dans pareil, il y a beaucoup de questions de nos collègues artisans qui sont remontés. D'ailleurs, Jawed, qui est notre directeur de la CAPEB du Gard, m'a donné des informations, c'est-à-dire concernant ces questions qui sont récurrentes et qui reviennent souvent de la part de nos collègues artisans. Donc, comment reprendre l'activité avec nos salariés. Bon, seul encore, c'est pas un problème, mais lorsqu'on a des salariés, donc se posent des questions, des doutes, notamment par rapport à la procédure à mettre en vigueur. Donc, est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu plus par rapport à cet aspect de reprise avec des salariés? Alors, la procédure de reprise. Je tiens à préciser rapidement, j'ai fait un document procédure de reprise qui va reprendre ce que je vais dire en exclusivité pour cette interview du live, qui sera disponible par mail, enfin qui sera envoyé par mail par les services de la CAPEB et par Catherine. Donc, alors, première chose à faire lorsqu'on commence à se dire qu'il va falloir qu'on reprenne, c'est bien étudier le guide de l'OPP-BTP qui a été validé par les services du gouvernement et qui détaille toutes les mesures de sécurité à respecter. Si l'entreprise ne peut pas respecter les consignes de sécurité prévues par ce guide, elle ne pourra pas reprendre l'activité. Bon, elle peut reprendre l'activité, mais à ses risques et périls. Donc, la première chose, étudier le guide. La deuxième chose, faire les commandes de fournitures nécessaires prévues par le guide. Toute une liste de fournitures, donc vous avez des gants, vous avez des mouchoirs, vous avez des lingettes hygiéniques, des lingettes nettoyantes, vous avez des gants, vous avez le masque, enfin toute une liste d'éléments préconisés par le guide nécessaires à la reprise du travail. Ensuite, il faut modifier le document unique. Il faut mettre à jour le document unique avant la reprise du travail. Une fois que l'on a ces éléments-là en main, on analyse ces chantiers. Donc, pour analyser ces chantiers, il faut envoyer au maître de l'ouvrage
particulier ou professionnel, le questionnaire correspondant au type de chantier. Il y a un questionnaire pour les particuliers et il y a un questionnaire pour les professionnels. Une fois que le maître de l'ouvrage a répondu à ces questionnaires, vous êtes en mesure de savoir quels sont les éléments à mettre en place pour garantir la sécurité sur ce chantier précis. D'accord ? Si vous constatez à la réception de ce questionnaire que vous pouvez exercer le chantier en sécurité, dans ces cas-là, vous pouvez passer à l'étape de prévenir les salariés pour la reprise. Si vous constatez que vous n'avez pas de chantier pour lesquels vous pouvez respecter les règles de sécurité, dans ce cas-là, la reprise n'est pas possible. Dans le cas où la reprise est possible, il faut envoyer aux salariés un mail dans lequel vous précisez la date de la reprise de l'activité, l'heure, et vous joignez également un questionnaire au salarié que le salarié devra remplir. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que parmi vos forces vives au sein de l'entreprise, vous ayez une personne qui soit une personne à risque. Si c'est une personne à risque, vous ne pouvez pas la faire reprendre et elle ne peut pas travailler dans le cadre du confinement. Il faut qu'elle se mette en arrêt au titre des personnes fragiles. Voilà. Donc ça, c'est bien important de bien envoyer le questionnaire à ses salariés pour pouvoir détecter potentiellement un salarié qui devrait être en arrêt et éviter de l'envoyer dans une zone à risque. Bien sûr. Une fois que tous ces éléments ont été réalisés, il n'y a aucune raison que les salariés ne viennent pas travailler s'ils ne sont pas des personnes sensibles. Donc, le jour de la reprise, à l'heure de la reprise, les salariés doivent être présents. Si l'un des salariés ne se présente pas sur les lieux de travail, sur son poste de travail, il est considéré comme en absence injustifiée. Attention, le droit de retrait est un droit qui ne peut s'appliquer que dans un cadre où il y a un danger pour le salarié. Si l'entreprise respecte les normes de sécurité prévues par l'OPPBTP, le salarié ne peut exercer son droit de retrait de manière licite. Dans ces cas-là, puisqu'il n'exerce pas son droit de retrait de manière licite, il est considéré comme un salarié absent, c'est-à-dire qu'il n'est pas rémunéré pendant ce temps d'absence. Si cette absence dure dans le temps, on pourrait envisager des sanctions disciplinaires pour absence injustifiée du fait de l'utilisation d'un droit de retrait abusif. Oui, tout à fait. D'autant plus que là, bon, on est dans un cas un peu exceptionnel. Il se peut qu'il y ait de la part de certains salariés des craintes, etc., injustifiées. Enfin, je veux dire, je pense qu'après, il faut y aller prudemment et bien sûr ne pas hésiter à te consulter parce que chaque cas est particulier et je pense que le contexte aussi joue énormément. Donc, il ne faut pas hésiter à venir te voir, te questionner parce que ça peut avoir des conséquences assez grande par rapport à ça et être bien dans les clous, dans la règle et surtout ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à tout ça. Je tiens à rappeler quand même 3 petites choses. La première chose, c'est attention, vous êtes les chefs d'entreprise, vous êtes responsable de vos salariés. La responsabilité de l'employeur du fait des frais posés. Si il leur arrive quelque chose, vous êtes responsable. Attention, pareil, si vous ne respectez pas vis-à-vis du maître de l'ouvrage les préconisations de l'OPPBTP et qu'il y a une maladie grave qui se déclenche chez l'un d'eux, vous pourrez également être tenu comme responsable. Donc, je rappelle quand même les directives de la CAPEB sur ce point, c'est pas de sécurité, pas de chantier, et dans la mesure du possible, n'effectuer que les chantiers urgents. Pas de déplacements qui ne répondent pas à un caractère d'urgence. Enfin, c'est le positionnement de la CAPEB sur ça, et je conseille de le respecter parce que quand vous aurez étudié le guide en détail, vous verrez quand même que les règles de sécurité en cette période de confinement sont draconiennes et qu'il faut faire très attention.
Oui, d'autant plus que ce guide comporte quelques incohérences, je dirais, ne serait-ce que par rapport au déplacement, où on a constaté, l'équipe de la CAPEB a constaté que dans le cas de déplacement, il est demandé à l'employeur de fournir une chambre d'hôtel individuelle pour chaque salarié en déplacement. Mais le problème, c'est que les hôtels sont fermés. Donc comment trouver une chambre d'hôtel individuelle si effectivement tous les hôtels sont fermés. Voilà les questions qui se posent et qu'on est en train avec l'équipe de la CAPEB de voir et de faire remonter aussi avec tous nos adhérents qui nous font état de toutes ces questions en fait parce que c'est vrai que c'est complexe et on n'a pas l'habitude donc on est tous un petit peu perdus par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, Samuel, je te remercie pour tes lumières et tes éclaircissements, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver dans ces situations, enfin, je veux dire, par rapport au contexte qui est, je l'ai déjà dit, exceptionnel. En tout cas, toi aussi, hein, tu es mis quand même à rude épreuve, parce que tu passes beaucoup de temps à éplucher, à faire la veille, à surveiller tout ce qui arrive, et ça doit pas être évident pour toi aussi, parce que ça change, chaque jour, il y a un changement, en fait. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de recherches et il faut beaucoup suivre l'actualité, et surtout avec le gouvernement qui voilà, a tendance à pas trop savoir dans quelle direction il va, il retourne en arrière. Voilà, c'est aussi grâce et surtout, puisque il faut le souligner, on a tendance à croire souvent que le gouvernement fait du rétro-pédalage de manière spontanée, mais c'est jamais spontané, hein. Derrière, vous avez des gens qui se battent, vous avez ouais, des équipes qui sont là, telles que celle de la CAPEB et celle de la CAPEB du Gard notamment, et je remercie Erika Forti pour son investissement politique et d'être toujours au front, et nos élus qui sont là, qui sont présents, qui sont sur le terrain, qui appellent nos adhérents pour savoir quels sont les sujets à faire remonter au quotidien et qui, comme toi Bernard, contribuent à la communication et à l'information de nos adhérents. Et voilà, il faut savoir que toutes les victoires, même si ce sont des petites victoires, demandent beaucoup d'investissement et qu'à la CAPEB, nous nous investissons tous à notre niveau pour défendre les valeurs de l'artisanat et les métiers du bâtiment. Et j'aimerais finir sur cette note, Bernard, si tu me le permets, et te remercier encore pour ce passage, cette interview et voilà, ces explications que j'ai pu te donner sur les sujets. N'hésitez pas à refaire appel à moi s'il y a besoin, je suis disponible et vous avez mon mail juriste1@capep30.fr. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions et si vous avez des problématiques auxquelles vous voulez que je réponde. Merci à tous. Eh bien, merci Samuel et au grand plaisir de te retrouver en chair et en os, je dirais, pour pouvoir discuter avec grand plaisir d'autres sujets, hein, puisqu'il n'y a pas que le confinement et le Covid. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt Samuel. À très bientôt Bernard, merci encore. Ainsi s'achève ce 14e flash CAPEB 30. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition le mardi 14 avril sur Facebook à 18h30 pour un flash live tuto en présence de l'OPP BTP où nous verrons ensemble comment mettre à jour le document unique, élément important, nous venons de le voir, pour les attestations dérogatoires. En attendant, passez un bon week-end de Pâques, malgré le confinement, et avec la CAPEB, plus fort ensemble. À bientôt, au revoir.